Bonjour à tous, on commence ce journal avec cette nouvelle incroyable. Un véritable carnage a lieu en ce moment même à la frontière franco-espagnole. Une pluie de bombes s'abat sur les files d'immigrés en attente de titres de séjour. Pas vraiment de précision pour l'instant sur l'origine des tirs, mais ce qui est sûr, c'est que les dégâts sont énormes. Les files d'attente se sont en effet considérablement rallongées depuis la décision du Parlement des actionnaires de rouvrir les frontières à la main-d'œuvre étrangère. Souvenez-vous, tout est parti du rapport INSEE-KPMG qui révélait que plus de 50% des actifs européens ont basculé définitivement dans les univers virtuels, menaçant l'économie réelle. Du coup, le Parlement a voté en urgence la loi « Tant pis, choisissons l'immigration » qui est entrée en vigueur ce matin. Mais apparemment, l'ouverture des frontières ne plaît pas à tout le monde. Nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial sur la frontière espagnole, notre envoyé spécial surarmé, Jean-Pierre Ophuls. Jean-Pierre, vous m'entendez ? Je vous entends très bien, Boris. C'est incroyable. C'est un véritable carnage ici. Oui, nous l'avons déjà dit, Jean-Pierre. Auriez-vous plus de précision ? Eh bien oui, Boris. Aujourd'hui, pour nos auditeurs, je mets ma vie en danger. Je suis surarmé, mais il y a toujours un risque. Il ne faut pas croire que je fais un métier facile. Non. Auriez-vous plus de précision sur la situation ? Ah oui, j'utilise un logiciel novateur qui cale des effets spéciaux sonores en fonction des modulations de la voix. Par exemple, si je prends une voix apeurée, comme maintenant, vous entendez plus de bombes en arrière-plan. C'est extraordinaire. Ah tiens, ça déconne. Jean-Pierre, vous êtes où là ? Dans la cabine de montage, au premier. D'accord. Bien, nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial sur place, Olivier Duchamp. Olivier, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, Boris. C'est un véritable tapis de bombes qui s'écrase actuellement sur ce petit poste frontière situé entre la France et l'Espagne. Je viens d'ailleurs de perdre un bras au mépris du danger, mais l'information avant tout. A-t-on plus d'informations sur ces roquettes particulièrement meurtrières ? Eh bien oui, il s'agit des nouvelles roquettes Thales commandées par le président Sarkozy 2.0 que son haleine de feu carbonise à jamais l'envahisseur et qu'il a baptisé lui-même Identité nationale en hommage à son modèle. Et j'assiste en direct à un déluge d'identité nationale sur les immigrants. Idéologiquement, c'est époustouflant. Alors j'imagine que votre bras est un dommage collatéral inévitable. Peut-on donc parler d'une frappe chirurgicale ? Mon bras ? Ah non, pas du tout collatéral. En fait, j'ai un peu de sang algérien et il faut bien comprendre. Nous sommes face à un nouveau type de guerre. Ça n'a plus rien à voir avec les vieilles guerres du XXe siècle. Ici, nous assistons à des frappes identitaires qui ne touchent que les Noirs et les Arabes avec une grande précision. Mais c'est une prouesse technologique extraordinaire. Alors comment cela fonctionne-t-il ? Les roquettes sont-elles équipées de têtes chercheuses au faciès ? Non, pas du tout. Ces roquettes sont en fait guidées par des puces biométriques implantées sous la peau des migrants. En fait, il y a une zone d'environ 50 mètres entre le guichet d'enregistrement biométrique et celui de délivrance des cartes de séjour. Une sorte de zone de vide juridique. C'est là que tombent les roquettes, ce qui en passant permet de respecter le moratoire sur la chasse aux réfugiés. Alors c'est très ingénieux, mais cela dit, il semblerait que le président Sarkozy 2.0, ses globes oculaires sont les viseurs à infrarouge de la défense de nos valeurs, se place un peu en opposition ouverte avec l'Assemblée nationale des actionnaires. Et tout à fait, d'autant qu'il a apparemment tenu à tirer les roquettes lui-même. Merci Olivier. Nous reviendrons sur cette affaire tout au long de ce journal au fur et à mesure que les informations nous arrivent. Au chapitre économique, le ministre des Coiffeurs reçoit aujourd'hui les représentants du syndicat national de la capilliculture. Stevie Boulet va tenter de rassurer la profession très inquiète depuis l'abrogation de la peine de mort en Chine. De son côté, le SNC poursuit ses efforts pour tenter d'éviter une nouvelle crise qui pourrait être fatale à la capilliculture. Mais confiance, le syndicat a toujours su se sortir des situations les plus épineuses, comme nous le rappelle Philippe Grosjean. C'est en 2023 que le syndicat national de la capilliculture prend son essor. La profession est alors en voie d'extinction, frappée de plein fouet par la grande épidémie de calvitie qui a touché l'Europe du Nord au début des années 30. Le SNC crée immédiatement la Moumout Limited, qui se spécialise dans l'importation de vrais cheveux très prisés chez les néo-chauves européens. Et c'est tout naturellement en Chine que Moumout Limited installe sa première usine, en concluant avec le gouvernement de Pékin un accord lui permettant de récupérer les cheveux des condamnés à mort. Les autorités chinoises vont même, pour contrer la concurrence somalienne, jusqu'à imposer des permanentes aux prisonniers. L'image des condamnés menés au poteau d'exécution coiffés de bigoudis reste la preuve la plus éclatante de la réussite exceptionnelle du SNC. Les concurrents américains ne peuvent plus suivre, d'autant que l'utilisation de la chaise électrique entraîne un déchet énorme dans la récupération des cheveux. Mais il y a 2 ans, catastrophe, Pékin annonce que pour des raisons logistiques, il devient impossible d'exécuter les 650 000 condamnés à mort annuels. Malgré un lobbying intense, le syndicat ne peut empêcher le gouvernement chinois de voter un moratoire sur la peine de mort. Mais le SNC ne baisse pas les bras, des négociations sont en cours pour obtenir un contrat d'exclusivité dans les geôles chinoises.
Le syndicat espère obtenir ainsi 2 récoltes par an. J'interromps ce journal pour vous livrer une information extrêmement grave qui vient tout juste de nous parvenir. C'est à peine croyable. Le président Sarkozy 2.0, que son nom soit le président Sarkozy donc vient d'être congédié par l'Assemblée nationale des actionnaires, une mesure qui prend effet immédiatement. Des élections présidentielles anticipées sont donc programmées pour le 12 avril. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant permanent à l'Assemblée, Olivier Gaillard. Olivier, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est très simple, Boris. Le président Sarkozy 2.0, que son nom soit oublié au plus vite, a manqué à l'une des règles fondamentales de son poste. C'est-à-dire ? En lançant ses frappes identitaires sur la frontière espagnole, le président est allé à l'encontre des intérêts économiques du pays, vous comprenez ? L'Assemblée nationale des actionnaires a donc dû le licencier, c'était ça ou la ruine. Apparemment, Sarkozy 2.0 n'a pas su s'adapter à la nouvelle donne économique. Il était bon, il était même très bon quand il fallait stigmatiser les immigrés, leur mettre tous les maux du pays sur le dos. Mais quand il faut au contraire leur faire une petite place pour sauver notre économie, les accueillir à bras ouverts, eh bien, cela sort de son domaine de compétence. Pire, c'est même incompatible avec la structure moléculaire de Nicolas Sarkozy et de son clone. Il ne pouvait donc plus remplir son rôle de porte-parole des actionnaires. Alors peut-on parler d'une crise institutionnelle ? Non, je n'irai pas jusque-là, c'est juste une interruption. C'est comme dans l'industrie du show-business, vous savez, quand un spectacle est mauvais, on l'arrête, c'est tout. Pensez au président comme un intermittent du spectacle. Merci Olivier, en tout cas on se réjouit de cette élection présidentielle imminente, un événement qui bat toujours tous les records d'audience, même ceux de la Coupe du Monde ou de l'Eurovision. Et puis je vous rappelle que c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur l'interdiction d'éternuer dans les lieux publics, une mesure saluée par les professionnels de santé qui voient là une méthode efficace pour lutter contre le rhume passif. Tout contrevenant surpris en plein éternuement sur son lieu de travail, par exemple, se verra poursuivi pour tentative d'empoisonnement et condamné à l'ablation des sinus. Les Kakoshim amputés du larynx saluent également cette nouvelle. Ceux-ci avaient depuis longtemps déjà alerté la Haute Autorité de lutte contre les discriminations expectorantes. Les voyages dans le temps, cela fait des siècles qu'on en parle et pourtant les recherches n'avancent pas beaucoup. 2 raisons, semble-t-il, à cela. D'abord, les énormes difficultés techniques liées aux fameux paradoxes rencontrés dans ce domaine, mais aussi le discrédit des chercheurs, souvent excentriques, qui s'attellent à la réalisation des machines à remonter le temps. Pourtant, ces centres de recherche farfelus vont recevoir le soutien d'un investisseur inattendu, la République populaire de Chine. Explication de Liao Leiyuan, présidente du SEX, le syndicat des exploitants de Chine du Sud. Avec le boom économique du début du siècle et l'augmentation du niveau de vie des Chinois, nous sommes en train de perdre notre compétitivité par rapport aux covards de Corée du Nord ou d'Indonésie. À moyen terme, il y a un vrai risque de récession. Il faut trouver une solution. Et vous l'avez trouvé ? Oui, tous les jeunes Chinois entendent leurs parents raconter comment ils étaient pauvres, comme le niveau des salaires était bas. J'ai subi ça toute mon enfance. C'est ce qui nous a donné cette idée, délocaliser la production dans le passé. Dans le passé ? Oui, alors évidemment, ça nécessite des machines à remonter le temps qui ressemblent plus à des porte-conteneurs qu'à celles qu'on voit dans les films. Mais voilà, c'est pour ça que nous finançons ces recherches. Mais les gens dans le passé, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà assez de travail avec la production nécessaire à leur présent ? Nous allons cibler les époques. Il y a de longues périodes dans l'histoire de Chine, comme les grandes famines, où les gens n'avaient vraiment pas grand-chose à faire. Et puis, il y a tous les ermites taoïstes et les moines Shaolin qui méditaient dans les montagnes. Nous tablons sur l'extraordinaire adaptabilité du peuple chinois et sur l'incroyable temps libre dont disposent les moines Shaolin. Comment enrayer la chute dramatique du tourisme en Meurthe-et-Moselle ? Les chiffres sont inquiétants. L'an passé, moins de 400 touristes sont venus visiter ce département et encore la moitié se sont arrêtés dans la région pour cause de panne mécanique. Le Conseil général a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en lançant une campagne publicitaire audacieuse, campagne que nous explique Émile Granget, président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Demain, on annonce que le département va lancer un programme d'enrichissement d'uranium. Comme ça, entre les inspecteurs de l'agence atomique, les diplomates et les journalistes, on va au moins multiplier par 100 le nombre de visiteurs à Nancy. C'est le jackpot assuré. En plus, c'est du tourisme haut de gamme. Le diplomate, il ne lâche pas l'hôtel de la gare. Il lui faut du Hilton minimum.
Bon, par contre, vous précisez bien qu'on en est au stade de l'étude, hein. On n'a pas trop envie de se prendre des missiles ricains sur la tronche. Enfin, terminons ce journal sur une note amusante avec cette intervention d'un Jean-Pierre Raffarin clairement sénile qui provoque l'hilarité des journalistes. Vous allez l'entendre, l'ancien Premier ministre ne se souvient même plus de l'année en cours. Grand défenseur des causes perdues, il est outré par le traitement que les médias réservent désormais au président Sarkozy, le nain sautillant de la pensée politique passéiste. On se retrouve le 12 avril 2043, monsieur Raffarin, pour notre spéciale élection. Bonne fin de soirée sur Radio Futur. À 94 ans. 7 ans de plus que Nicolas Sarkozy. 2042. Je voudrais vous dire, vous qui vous moquez, vous avez oublié cette période historique 2007-2012 où le président Sarkozy a tant fait pour la France.